Nous allons maintenant passer à la première conférence, donc interaction, enseignement, apprentissage des langues en ligne. Nous avons l'honneur de recevoir Emmanuel Croze et Christian Olivier, tous deux de l'Université de La Réunion. À partir de résultats d'enquête effectués auprès d'enseignants de langue durant la période de confinement en France et un an plus tard, ils vont nous présenter leurs résultats et les principales difficultés vécues par ces enseignants durant la période d'enseignement distanciel. L'événement durera au total 1 heure et il y aura un espace de discussion et de questions d'une quinzaine de minutes à la fin de cet événement. Je vous invite, si pendant la conférence vous avez des questions, à les envoyer dans le chat. Merci à toutes et tous. Et je laisse la parole à nos deux invités, Emmanuel Croze et Christian Olivier. Bonjour, bonsoir, puisque nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. Donc, tout d'abord, merci à toute l'équipe, au nom d'Emmanuel et puis en mon nom pour cette invitation. Nous sommes tous les deux très contents de pouvoir intervenir dans cette journée internationale des professeurs de français organisée au Brésil. Évidemment, nous serions très volontiers venus au Brésil, mais la situation rend les déplacements en ce moment assez difficiles. Donc, merci beaucoup. On va donc essayer de tenir le temps de 45 minutes d'intervention pour laisser une quinzaine de minutes d'échange avec tout le monde. Donc, parler d'interaction et d'enseignement-apprentissage des langues en ligne. Mais avant même de commencer, je voulais quand même, pour tout le monde, vous dire d'où est-ce que nous vous parlons. Bien, si le Brésil se trouve là à gauche sur cette carte, nous sommes tout à droite. Donc, nous sommes très loin, en quelque sorte, géographiquement. Si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, voilà l'île de la Réunion. Elle peut paraître très grande comme ça, mais elle fait à peu près 70 km sur 70 km. Donc, ce n'est pas très grand vu du Brésil. Nous avons des voisins, l'île de Maurice, Mauritius en anglais, qui est plus connue que nous internationalement, je dois bien le dire. Et puis à 700 km, c'est Madagascar. À 2000 km, c'est l'Afrique. Et de l'autre côté de l'Afrique, c'est le Brésil. Voilà, donc nous vous parlons depuis l'autre bout du monde. Et chez vous, c'est l'après-midi. Chez nous, il est 21h38. Voilà, donc où nous en sommes. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel pour la suite, donc sur la présentation en soi. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est OK. Vous voyez bien? C'est très bien, oui. OK. Alors, notre présentation se compose de 2 parties. Donc, je vais commencer avec la première partie. Et en fait, je voudrais partager avec vous des résultats d'une enquête que j'ai menée au cours de la période de confinement, la période de distanciel imposée par le gouvernement français. Alors, ces résultats me semblaient intéressants puisqu'ils rejoignent aussi les résultats des collègues que j'ai pu entendre, des collègues au Brésil, enseignants de langue. Alors, enfin, une partie des résultats en tout cas. Alors, le contexte de l'enquête, donc, c'était bien la poursuite de l'enseignement scolaire à distance en 2020 par les enseignants de langue vivante du secondaire en collège et lycée. Alors, je ne sais pas comment ça se présente au Brésil, mais au collège, donc on a des enfants de 10 à peu près à 14-15 ans, et au lycée, donc on a 3 ans, donc 4 ans au collège, 3 ans au lycée, et lycée qui se termine par le baccalauréat. Alors, l'objectif de cette enquête au départ était essentiellement exploratoire, puisqu'il s'agissait pour moi de collecter des informations sur les ressentis, d'abord, des enseignants face à l'injonction du distanciel et d'obtenir des informations également sur leur avis, leur opinion à l'égard de l'utilisation du numérique dans l'enseignement des langues. Alors, plus précisément, cette enquête a été conduite du 18 avril au 30 avril sur 12 jours
soit un mois après le début du confinement imposé par le gouvernement français. Alors, j'ai simplement soumis un questionnaire d'environ 17 questions, pas environ, aux enseignants de langue. Alors, je vous propose brièvement quelques informations sur les répondants, puis je passerai aux résultats. Alors, 115 répondants, 115 enseignants ont répondu à ce questionnaire avec une majorité de femmes et à peu près de manière équivalente, moitié en lycée et une autre moitié en collège. Les tranches d'âge des répondants étaient à peu près assez bien représentées, toutes tranches d'âge, hormis les 26-30 ans, 61-65 ans, qui ne représentaient que 6% de la totalité des répondants. Les langues enseignées étaient l'allemand pour moitié, l'anglais, l'espagnol et, dans une moindre mesure, l'italien, l'arabe, le breton, l'occitan. Le nombre d'élèves par enseignant, donc c'était à peu près une majorité de 21 à 30 élèves par enseignant, et puis un peu moins de 10 élèves pour un certain nombre, un peu plus 70 élèves pour d'autres, mais ce n'était pas la majorité. Et ces enseignants avaient une expérience d'enseignement pour un tiers d'entre eux assez longue, puisqu'ils enseignaient de 21 à 30 ans pour un tiers d'entre eux. Pour le reste, toutes les durées d'expérience d'enseignement étaient assez représentées. Alors, j'avais posé également une question sur leur expérience de la distance en termes d'enseignement et également en termes d'apprentissage, la distance dans le cadre d'une formation. Alors, une grande majorité des enseignants ont déclaré n'avoir jamais enseigné à distance et 61% ont déclaré n'avoir jamais suivi de formation à distance. Donc, pas d'expérience, très peu d'expérience du distanciel. Et 1/10, néanmoins, avait déclaré avoir appris une langue étrangère à distance. Alors, je n'arrive pas à passer ma diapositive suivante. Alors, j'avais posé également une question sur les outils utilisés durant cette période en distanciel. Alors, j'insiste sur nouveaux outils, puisqu'il y avait une question également dans le questionnaire qui portait sur les outils utilisés par les enseignants en présentiel. Alors, dans cette période particulière, durant cette période particulière, les enseignants, pour la moitié, à peu près la moitié d'entre eux, déclaraient avoir utilisé la messagerie, essentiellement la messagerie électronique, donc les courriels. Un peu moins de la moitié, l'environnement numérique de travail, donc c'est-à-dire les plateformes proposées par l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation. Un peu plus d'un quart, un service de partage de documents de type Google Drive, OneDrive, Framapad, et à peu près un quart, un service de visioconférence. À peu près un quart également, un service de diffusion vidéo. Mais il faut savoir, c'est pour ça que j'ai insisté sur nouveau, c'est que la plupart des enseignants en présentiel utilisent déjà largement les services de diffusion vidéo pour exposer à la langue, pour exposer leurs élèves à la langue. Ensuite, 17%, un service de messagerie instantanée de type WhatsApp, Viber, Telegram. 6%, un service de podcast audio ou de diffusion audio. Et seulement 3,5% utilisaient un réseau social. Alors, j'ai un problème de diapositive, je n'arrive pas à les... Voilà, alors je passe aux résultats. Ça ne marche toujours pas. Alors, je voulais quand même noter la première question que j'avais posée aux enseignants, c'est-à-dire dans cette période quand même particulière de passage éclair au distanciel. Et donc,
connaître un peu, avoir quelques informations sur le ressenti, les informations sur le ressenti des enseignants de langue après le passage à distance imposé. Alors, pour 77% des enseignants, cette situation s'avérait insatisfaisante. Alors, j'ai noté en italique quelques exemples, quelques déclarations des enseignants pour illustrer cette insatisfaction. Donc, j'avais des réponses du type pas formée pour, réticente car mal à l'aise et peu confiante ni bien équipée. Donc, déjà, un problème de formation qui n'est pas surprenant. Et donc, un problème aussi d'équipement pour certains. Pour 22% à peu près, cette situation était satisfaisante ou acceptable, car considérée comme temporaire. Donc, avec des réponses de type « on fait avec », c'est une solution qui doit être temporaire ou complémentaire. Alors, à droite, j'ai noté les principales raisons de cette insatisfaction. Pour 60% des enseignants, cette insatisfaction était essentiellement liée aux difficultés liées à l'enseignement d'une langue vivante en distanciel et pour 22% à un accroissement de la charge de travail. Ensuite, j'ai approfondi, donc au cours de mon analyse, les difficultés que j'ai classées en 2 catégories. Donc, une première catégorie concerne les difficultés liées à l'enseignement médiatisé. Pour 33%, l'enseignement à distance est problématique parce qu'il constitue un obstacle au suivi du travail des élèves, au bon suivi du travail des élèves. Alors, ce sont des résultats que j'ai retrouvés également dans les retours d'expérience des collègues de langue au Brésil et qui s'énoncent en tout cas dans les réponses de mes répondants aussi comme une perte de visibilité. Je ne vois pas ce que les élèves font sur leur ordi. Je n'ai pas de retour de certains élèves. Je ne sais pas vraiment où ils en sont. Ce n'est pas une solution durable car elle ne permet pas le suivi comme en classe. Et puis, au suivi, à la difficulté du suivi, s'ajoute là aussi encore un résultat que l'on retrouve dans d'autres enquêtes et également dans les retours des collègues au Brésil, le décrochage, évidemment. Beaucoup d'élèves décrochent. Alors, dans la deuxième catégorie de difficultés recensées, en fait, deuxième catégorie identifiée, en tout cas au cours de mon analyse, il est apparu que les difficultés étaient liées au manque de présence physique. Manque de présence physique, c'est-à-dire manque de face-à-face, manque de contact direct. Et effectivement, pour 62% des répondants, le fait de ne pas pouvoir faire cours en présentiel représentait la principale difficulté de l'enseignement à distance. Donc, j'ai illustré un peu les réponses générales des enseignants. Je ne conçois pas mon métier en parlant dans le vide, j'ai besoin de voir, d'entendre. Donc, on retrouve un peu les retours aussi des collègues du Brésil qui disaient les étudiants coupent leur caméra. Donc, on a cette impression de parler un peu dans le vide, de ne plus profiter de cette présence en face-à-face. Être en face-à-face avec les élèves permet d'apporter plus précisément ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'on peut percevoir et adapter dans un contact direct avec un groupe classe disparaît. Donc, il y a bien un manque de cette présence, cette présence particulière finalement qui émerge dans les témoignages des enseignants de face à face, de cette présence de l'ici et maintenant en fait, qui rejoint tout ce qui est de l'ordre de l'ici et maintenant. J'ai affiné ces résultats qui étaient liés à cette absence ce manque de présence physique et il s'est avéré que beaucoup de réponses des enseignants convergeaient vers
un manque d'interaction, en fait. Ce manque de contact, ce manque de présence physique, finalement, avait un impact important sur l'interaction. Donc, l'absence de présence, de contact direct, pour les enseignants se rapporte à une absence ou quasi-absence, d'abord, d'interaction de classe enseignant-apprenant. Alors, interaction de classe enseignant-apprenant, j'ai illustré à côté avec des réponses des enseignants, interaction de classe, enseignant-apprenant, pour faire corriger en direct les erreurs de prononciation, pour faire reformuler. Absence ou quasi-absence également d'interaction orale en langue vivante. Donc, absence d'interaction, l'oral est inexistant. Absence également d'interaction entre les apprenants. Donc, à côté, l'illustration, pas d'interaction, pas de bain linguistique, pas d'écoute des autres élèves, pas d'interaction orale entre les élèves. Et enfin, une absence ou quasi-absence de ce qui, d'après certains enseignants, relève d'une spécificité, de la spécificité de ce qui se passe en classe dans l'interaction, c'est-à-dire qui relève de la co-construction, co-construire ensemble en classe. Il y a, je l'ai noté entièrement, cet exemple de répondante qui explique ce qui se passe en classe dans la co-construction, construire une phrase en langue vivante, en langue étrangère. Cela se fait souvent à plusieurs. L'un chuchote un mot, l'autre tente un autre mot. Avec de grands gestes, on essaie de leur dire, de rapprocher leur tentative. On construit, on ajuste, on fait répéter. On accouche vraiment d'une construction collective, ce qui est juste impossible par ordinateur. Donc, une difficulté liée au manque de présence physique qui se rattache à l'absence d'interaction ou la quasi-absence d'interaction. Alors, pour ce qui concerne l'interaction en langue cible, en langue étrangère, j'ai croisé finalement, j'ai souhaité ajouter les résultats d'une autre question que j'avais posée dans le questionnaire concernant les activités langagières et les compétences régulièrement travaillées avec les élèves. Et on voit que sur le schéma à gauche, donc c'était pendant la période d'enseignement en distanciel, l'interaction orale ne représente que 2,6% des compétences travaillées régulièrement. Donc, il n'y a effectivement quasiment pas d'interaction orale. J'ai noté à côté, enfin, j'ai illustré à côté avec un des derniers résultats que j'ai eu, puisque j'ai reproposé une enquête à ces mêmes enseignants un an après cette période de confinement. Et donc, j'ai posé des questions un peu similaires pour pouvoir un peu voir quelles étaient l'évolution au niveau des usages des outils numériques et des compétences travaillées, enfin, pouvoir faire des comparaisons. Alors, je ne vous en parlerai pas là parce que je suis encore dans l'analyse des données, mais j'ai néanmoins ce graphique qui montre qu'effectivement, en présentiel, l'interaction orale est travaillée. Alors, je soulève je fais une remarque parce que j'ai mis en évidence en jaune également la production orale. Alors, pourquoi la production orale? Parce que simplement, j'ai eu un doute au cours de mon enquête quand j'ai analysé les résultats et je me suis demandé à un moment si les enseignants ne faisaient pas une petite confusion entre la production orale et l'interaction orale. Pourquoi? Parce que dans mes premières diapositives, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai noté il y avait à peu près un quart des enseignants de langue qui disaient utiliser la visioconférence. Donc, logiquement, on s'attendrait à ce qu'en visioconférence, il y ait de l'interaction orale. Donc, il y a un doute sur
voilà. Et ce quart qui utilisait la visioconférence pourrait rejoindre ce quart constitué, si l'on additionne la production orale et l'interaction orale, on retrouve ce quart. Donc voilà, je l'ai également mis en évidence parce que j'avais un doute là-dessus. Mais enfin, c'était pour vous montrer la différence distancielle, présentielle au niveau de l'interaction. Alors, en conclusion, eh bien, je dirais que ces résultats montrent que les enseignants de langue vivante restent très attachés, les enseignants en tout cas enquêtés, restent très attachés à un enseignement en présentiel. Ils montrent aussi que l'interaction est au cœur de l'enseignement des langues étrangères et ils montrent aussi que l'absence ou le manque d'interaction pourrait être mis en lien avec une difficulté d'exploitation des possibilités des outils numériques. D'où l'importance finalement de former les enseignants de langue vivante, de langue étrangère, à une pédagogie du distanciel appropriée, qui intégrerait notamment des activités d'interaction qui permettraient de travailler ces types d'activités langagières, donc les activités langagières d'interaction, et de créer, voire de renforcer un sentiment de présence qui s'avérait absente, en tout cas si l'on considère les résultats de cette enquête. Voilà, alors moi j'en ai terminé avec cette première partie. Si vous avez des questions, on répondra après. Je vais donner la parole à mon collègue. Donc, je vais arrêter de partager l'écran et je laisse la parole à Christian Olivier. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc rebonjour, je vais reprendre là où s'est arrêté Emmanuel. L'idée maintenant, c'est après avoir vu un petit peu les difficultés qu'il y a pu y avoir au moment de la mise en œuvre d'une pédagogie dans l'épidémie à distance, c'était de proposer des pistes concrètes pour se dire comment promouvoir l'interaction, la production orale, donc en situation d'épidémie. Et puis, j'ouvrirai un petit peu, parce qu'on peut quand même espérer que la situation va bientôt s'achever et qu'on va bientôt retrouver des conditions un peu plus normales de travail, se demander comment est-ce que le numérique peut permettre d'apprendre à mieux communiquer, justement, à mieux prendre en compte ce qu'est la communication dans sa dimension réelle et authentique. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le deuxième morceau, c'est le côté pratique de l'utilisation du numérique. Alors pour ça, je vais commencer par une citation en anglais que je ne lirai pas, mais pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se situe. L'idée, c'est de se dire, quand on parle de tâches que l'on fait faire aux élèves, on se rend compte que pour beaucoup de didacticiens, pour beaucoup même de professeurs, il y a un décalage entre la vie réelle et l'école, ou l'université, ou l'Alliance française. Si on prend la position de Noonan, qui est un spécialiste des tâches, il dit en fait il y a deux types de tâches, deux types de choses que l'on fait. Il y a les choses que l'on fait dans la vie réelle, dans le real world. C'est-à-dire, quand on dit monde réel en didactique, c'est en dehors de la classe, en dehors du monde éducatif. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on fait à l'école, à l'université, à l'Alliance. Ça, ce sont les tâches qu'il appelle pédagogiques. Donc, il y aurait d'un côté le monde en dehors de la classe et de l'autre côté, la classe dans laquelle on va faire des tâches pédagogiques. Et il dit en gros, si on essaye de faire dans la classe ce qu'on fait dans le monde, ça devient pédagogique. Alors oui, il n'a pas tort, mais je vais essayer de vous montrer aujourd'hui qu'on peut essayer de faire aussi dans la classe des tâches qui vont faire agir pour de vrai. C'est-à-dire pas simplement je vais simuler
qui je suis. Je vais jouer le rôle d'un client dans un restaurant ou je vais jouer le rôle d'un client dans un hôtel, mais je vais être moi-même en tant qu'apprenant et en tant que personne, et je vais m'adresser à des personnes qui sont des vraies personnes, et il va y avoir en tout cas une interaction sociale et, dans la plupart des cas de ce que je vais vous présenter, une interaction langagière ou une production langagière orale ou écrite, mais je vais commencer justement par l'oral, puisque Emmanuel nous a montré que c'était un des points qui mobilisent les enseignants et sur lesquels ils se sont dit il y a un problème. Et je vais structurer mon intervention en deux parties. Comment agir pour de vrai? Comment communiquer, interagir pour de vrai au sein du groupe formé par les apprenants et l'enseignant, donc vos élèves, vos étudiants et vous-même, et au-delà du contexte éducatif, c'est-à-dire au-delà des murs de la classe, au-delà des murs de l'institution. Alors, les premières tâches que je vais vous proposer sont appelées par Pagdel des tâches actionnelles sociales, et les deuxièmes, je les appelle des tâches ancrées dans la vie réelle. Je vais revenir dessus. Alors, au sein du groupe, quelle est l'idée de cette communication au sein du groupe? L'idée, c'est de se dire, on ne va pas simuler qu'on communique, mais on va vraiment communiquer. On a vraiment quelque chose à se dire, pas simplement quelque chose à dire. On ne va pas parler pour parler, parler pour apprendre à parler, mais on va parler vraiment pour se dire quelque chose, se découvrir, jouer ensemble, faire quelque chose ensemble. Et il va y avoir la réalité, la vérité de la relation entre les apprenants et entre l'enseignant et les apprenants. Alors concrètement, vous allez mieux comprendre, je pense, parce que la théorie, ça reste toujours un petit peu vague. Donc, plus on est précis, plus c'est facile, j'espère. Je vais vous donner quelques exemples, et ces exemples, j'ai essayé de les structurer en me disant, en fait, quand on essaye de faire un enseignement en ligne, il faut essayer de se demander qu'est-ce que je vais faire qui va être différent, que je ne vais peut-être pas pouvoir faire aussi bien quand je suis en présentiel. De me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des atouts? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités supplémentaires que l'on peut avoir dans l'utilisation d'un outil connecté? Alors, je ne sais pas exactement comment c'était au Brésil, on a un petit peu échangé avec l'équipe d'organisation, mais je suppose que vous aviez pas mal d'élèves, d'étudiants qui étaient chez eux ou dans un endroit où ils avaient une connexion Internet, et probablement, parce que c'est le cas aussi chez nous, avec un téléphone portable parfois, une tablette au mieux, et peut-être un ordinateur dans certains cas. Donc, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil connecté? Généralement, on utilise en plus un logiciel de visioconférence. Ça peut être Meet, ça peut être Zoom, ça peut être Skype. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Mais on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de particulier. Alors, il y a de particulier que les apprenants ne sont pas là et qu'ils ont l'outil dans leurs mains ou à portée de la main. Alors, il me semble que ça peut permettre, je propose quelques idées, ça peut permettre de mieux se découvrir. Alors, si nous avions un peu plus de temps et que c'était un atelier, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec des professeurs d'allemand au Japon, je le testerai avec vous. Vous verriez ce que ça peut apporter en termes de production orale, d'interaction et d'interaction sociale, de relations entre les personnes. Imaginez, je suppose que c'est ça, vous êtes chez vous, là, vous êtes à l'université, vous êtes à l'Alliance, vous êtes dans un bureau et vous avez votre ordinateur qui est branché ou l'appareil connecté. Chez certains, je vois par exemple, chez Patrick, je vois des étagères derrière, je vois un tableau, je suppose, ou une image, des livres ou des choses dans ce genre-là. C'est que j'ai accès à chez lui. Chez Andrea, je vois qu'il y a une plante, qu'il y a des images au mur. Donc, j'ai une possibilité d'avoir accès à quelque chose de plus personnel des personnes, à quelque chose qu'ils n'apportent pas à l'école, qu'ils n'apportent pas en présentiel.
Et donc, l'une des activités qui me semble intéressante, si les élèves acceptent de la faire, parce qu'ils ont le droit aussi à leur vie privée. Hein, mais pour le coup, Andrea et Patrick ont accepté de partager leur arrière-plan. Moi, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Je vous le dis, il y a un mur blanc, tout simplement. Donc, je préfère vous montrer une image de la réunion. C'est de dire aux étudiants, mais c'est comment chez vous? Et si vous me montriez un petit peu chez vous, mais pas simplement à moi, si vous nous montriez un petit peu chez vous. Et c'est une activité qu'on peut faire en A1 très facilement, avec un téléphone portable, c'est bien mieux qu'avec une tablette ou un ordinateur, de dire, ben voilà, moi j'habite dans telle rue et on peut regarder avec le portable à l'extérieur pour montrer la rue. Mon appartement a 2 pièces, 3 pièces, voilà la cuisine, voilà ma chambre, voilà où je lis, voilà mon ordinateur avec lequel je joue, voilà ma guitare. Et les autres peuvent poser des questions sur ce qu'ils voient. Ah, tiens, bah, par exemple, Andrea, je lui demanderais bien, en fait, si c'est des cartes postales qu'elle a reçues ou qu'est-ce qu'elle a mis là qui pend sous sa petite, sous sa tortue. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas en atelier. Mais vous voyez qu'il y a une possibilité de se parler, de se demander des choses. Une autre activité que j'ai aussi appréciée avec des collègues, c'est se dire, bah là, vous êtes chez vous. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Vous avez probablement devant chez vous une table, un bureau, quelque chose. Qu'est-ce que vous avez sur ce bureau? Montrez-nous un petit peu ce que vous avez sur ce bureau. Et ça peut être aussi l'occasion d'interaction. Alors moi, je fais l'activité toujours avec cette petite statuette indienne d'un dieu indien. Et l'idée, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai ça sur mon bureau. Il se trouve que c'est un collègue qui était en poste en Inde, un ami, et qui m'avait fait parvenir par l'intermédiaire d'un autre collègue cette statue. Et comme c'est un ami, je garde ça sur mon bureau. J'ai un micro aussi. Ce n'est pas celui que j'utilise aujourd'hui parce que ça fait du bruit, mais comme je fais beaucoup de visioconférences, j'ai un micro sur mon bureau. Et je pourrais vous présenter quelques objets et vous dire, mais voilà, interrogez-moi, demandez-moi pourquoi est-ce que j'ai cet objet, ou je peux en parler, je peux faire de la production orale. Ça peut être quelque chose qui est sur le bureau, ça peut être un autre objet que j'ai ailleurs et que je vais pouvoir présenter, un objet que j'apprécie particulièrement. Il y a la possibilité aussi d'interviewer des personnes qui partagent le foyer. Alors, évidemment, si on interviewe ces personnes en portugais du Brésil et que tout le monde connaît le portugais du Brésil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais peut-être que vos élèves ont accès à des personnes qui parlent une autre langue et qu'eux comprennent, qu'ils pourraient interviewer et ensuite ils pourraient nous expliquer, ben voilà, c'est un ami, il va se présenter, il nous a dit que, etc. On peut aussi, l'avantage d'avoir surtout si vos élèves travaillent avec un portable, un téléphone portable, sur ces téléphones portables, ils ont plein de photos, ils ont plein d'images. Et quand ils sont en cours, ils ne peuvent pas les partager. Ils ne peuvent pas projeter leur écran. Alors que quand ils sont en Zoom, en fait, ils peuvent vous partager des images qu'ils ont sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ils peuvent vous présenter leur famille avec des images. On peut se dire, ben voilà, le lundi matin, on va se présenter en quelques mots ce qu'on a fait pendant le week-end. Et vous leur avez demandé de faire quelques photos de ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Donc, ils vont pouvoir partager cela. Donc, l'idée, à mon avis, quand on travaille à distance, c'est de se dire et qu'on veut faire en sorte que les élèves puissent au moins produire à l'oral et peut-être échanger justement sur ce qu'ils font, sur leur vie, sur leur famille, etc. C'est de se dire, bah, là, j'ai un atout, l'atout de l'outil qui peut me permettre de voir ce que je ne vois pas habituellement, de partager ce que je ne vois pas habituellement. Je vais passer rapidement sur l'utilisation du chat écrit qui permettent de faire des jeux en interaction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission française qui est Question pour un champion. Ce n'est pas une émission très intellectuelle, je vous rassure. C'est une émission où en fait l'animateur essaye de faire découvrir
quelqu'un, découvrir quelque chose. Donc, découvrir une personne. Donc, il faut présenter cette personne en partant de choses très générales et arriver vers des choses beaucoup plus précises où on va pouvoir deviner ce que c'est. Alors, on peut le faire avec une personne, on peut le faire avec quelque chose, on peut le faire avec beaucoup de choses. Et là, eh bien, il y a les élèves qui vont préparer et les élèves qui vont répondre. Si par exemple, je vous dis, ce n'est pas une personne, mais c'est un animal, c'est très large, c'est un mammifère, il a 4 pattes, c'est un animal domestique. Vous avez déjà beaucoup plus de solutions. Et comme on est sur un outil de visioconférence qui a aussi une fonction de chat, eh bien, tout le monde peut mettre la réponse et on voit facilement qui a gagné à quel moment, puisque la première personne qui apparaît dans la liste, c'est elle, évidemment, qui a trouvé la bonne solution. Et puis, pareil, si on prend Zoom ou Meet ou n'importe quel objet, vous avez la fonction de l'arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez que moi, j'utilise un arrière-plan, un fond virtuel. Le fond virtuel, ça peut permettre aussi de faire voyager, et de faire voyager les autres. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Là, aujourd'hui, et donc on peut expliquer en fait pourquoi cet arrière-plan. Alors, j'ai partagé avec vous, plutôt que mon mur blanc, j'ai partagé avec vous une image de La Réunion. Mais j'aurais pu partager avec vous ceci, parce que j'adore voyager. En fait, je voyage beaucoup, je serais volontiers venu chez vous et j'aimerais bien, en fait, ce soir, peut-être même pouvoir reprendre peut-être un avion pour rentrer à La Réunion. Mais pourquoi pas cette image qui est Salzbourg, en Autriche, une ville autrichienne où j'ai passé 20 ans de ma vie, ou bien eh bien, une bibliothèque, parce que je suis universitaire aussi, et donc j'utilise pas mal des bibliothèques ou des livres. Donc, c'est aussi une activité que l'on peut demander aux apprenants de faire, de choisir à l'avance 3-4 fonds, de les changer, et en fait de nous faire voyager dans leur vie, de nous faire voyager, de nous expliquer. Et si on n'a pas bien compris, là, vous n'avez pas le temps de me poser des questions sur Salzbourg, sur ce que j'y ai fait, vous n'avez pas le temps, etc. Ce n'est pas un atelier, mais on va pouvoir le faire. De même, on va pouvoir partager des liens facilement, on va pouvoir partager des vidéos, on va pouvoir dire, ben voilà, ma chanson préférée, pourquoi pas, on va pouvoir travailler là-dessus. L'idée qui est derrière, c'est de se dire, on va essayer de proposer de la communication pour de vrai. Ce n'est pas seulement pour faire une activité langagière, pour apprendre, pour parler, pour interagir, mais c'est pour se découvrir, pour jouer ensemble, pour apprendre à se connaître. Donc ça, c'était la première partie. C'est la partie, je dirais, j'espère, ce qui est derrière nous, mais qu'on pourra peut-être intégrer un petit peu quand même dans ce qui est devant nous. Et je vais me tourner un peu vers le devant nous et justement sur les possibilités ou une autre possibilité d'agir pour de vrai, qui est d'agir réellement dans le monde réel, dans le monde où ce n'est pas les apprenants pour qui on écrit, ce n'est pas les apprenants pour qui on parle et avec lesquels on va interagir par écrit ou par oral. Là, vous allez voir que je vais aussi passer un peu du côté de l'écrit. C'est le monde réel, c'est des personnes réelles qui ont envie, qui attendent en quelque sorte qu'on leur dise quelque chose. Alors, je vais vous donner quelques exemples très concrets. L'idée est de faire participer les élèves à des sites Internet auxquels on peut participer facilement. Alors, je ne sais pas tout à fait les prendre dans l'ordre dans lequel ils sont là, mais ce n'est pas bien grave. Je vais vous proposer un exemple, parce que le temps aussi tourne. Je ne sais pas si vous connaissez le guide du routard. Le routard est un guide touristique français très connu, c'est un petit livre, mais en plus du petit livre, il y a un site Internet. Et sur ce site Internet, il y a un forum. Et sur ce forum, eh bien, il y a des Français, des francophones, qui n'attendent que vos apprenants pour leur apporter des réponses. Alors, je vais vous prendre l'exemple, j'ai cherché pour préparer des exemples. Alors, dans le forum, il y a une section Amérique, au pluriel, et dans cette section, il y a une section Brésil. Alors, le Brésil, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes un pays que les gens adorent aller visiter.
j'aimerais bien aussi, justement, plutôt que de rester à La Réunion et de vous montrer un avion en arrière-plan. Donc, et là, je vous donne un exemple posté le 12 novembre. Et donc, c'est quelqu'un qui attend encore des réponses et qui dit « J'ai ouvert une discussion il y a quelques semaines pour avoir des renseignements sur les vols à destination de Rio de Janeiro. Depuis, j'ai réservé mes vols avec Air France. C'est fait, c'est bon. Et j'ai réservé un hôtel à Copacabana pour 10 jours. Je voyage seul et le contexte va être de flâner dans les divers quartiers de Rio, visiter les lieux mythiques et profiter de l'été brésilien sur la plage. Vous trouverez ci-dessous mes interrogations sur la ville pour bien préparer mon voyage. » Et il a des questions. Au niveau des visites payantes, j'ai prévu de visiter les lieux mythiques du Corcovado, du pain de sucre, ainsi que le jardin botanique. J'ai envie de flâner dans les quartiers du Centro Lapa, etc. Et il dit, si vous avez d'autres lieux incontournables, je serais ravi de les connaître. Et donc, ben là, vous avez une question à vos apprenants. Ils peuvent répondre très rapidement, s'ils sont de Rio de Janeiro, de dire, ben voilà, il faut aller visiter tel endroit à Rio. Et puis, il y a une question sur la question qui revient en permanence quand on est européen et qu'on va à Rio de Janeiro. Est-ce que c'est dangereux? Quelle est la sécurité? Les questions de sécurité. Donc là aussi, est-ce que mes craintes sont justifiées? Rio craint vraiment? Eh bien, les apprenants, vos apprenants brésiliens, ils savent énormément de choses sur Rio de Janeiro, mais il y a des questions aussi sur d'autres villes du Brésil auxquelles ils peuvent répondre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on répond à un francophone qui a posé la question, on reçoit généralement une réponse. Il y a une véritable interaction qui se met en place. Et la réponse, elle n'est pas « Attention, tu as oublié de mettre un S en mettant « Il faut visiter ces quartiers ». Non, la question est « Merci, merci de l'information » ou bien ils vont demander une information supplémentaire. Il y a une vraie communication qui se met en place, un vrai dialogue qui va se mettre en place. Alors, c'est un peu pareil sur d'autres sites que je vous propose. Alors, là, j'ai mis un point d'attention, attention danger. C'est aussi possible d'aller sur un journal. Alors là, je vous ai mis un exemple avec le journal 20 minutes, qui est un journal gratuit, mais qui est aussi une version en ligne. Et si vous cherchez les nouvelles, l'actualité du Brésil, vous allez trouver des articles relativement récents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous de ces articles, vous pouvez mettre un commentaire. Et c'est quand même différent pour les élèves. Si vous leur faites lire l'article et que vous leur posez des questions dans votre classe, que vous leur demandez leur avis dans votre classe, ou que si vous leur dites, eh ben, on va réagir à cet article. Et vous allez être lu par des francophones. Donc, vous allez vraiment écrire à des gens qui existent vraiment. Il va falloir vous demander comment est-ce que j'écris à ces gens? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Comment leur dire « j'ai le droit de parler » parce que je suis brésilien, parce que j'ai une opinion. Et donc, ça va être apprendre à communiquer, pas pour le prof, pas écrire au prof, pas écrire toujours aux autres, pas toujours faire pour les autres et le prof, mais vraiment pour des personnes réelles. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un signe de danger? Tout simplement, c'est qu'on est dans la vie réelle. Et que dans la vie réelle, eh bien, il y a des gens qui vont réagir de façon parfois un peu brutale. Il y a des articles sur le président brésilien. Je ne prendrai pas de position politique aujourd'hui, je m'en garderai bien, mais les réactions que l'on peut avoir peuvent être brutales. Mais ça peut être intéressant pour des francophones de se dire, mais waouh, il y a aussi des Brésiliens qui m'écrivent sur ce sujet. Allez, je vous donne deux ou trois autres exemples. Wikivoyage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un guide touristique participatif en ligne. C'est fantastique ce site. C'est un site, donc c'est un guide touristique. Et je vais aller donc sur, je ne sais pas, je vais reprendre Rio de Janeiro. Donc voilà, sur ce site, j'ai déjà des gens comme vous, comme vos apprenants, comme moi, qui ont participé, qui ont construit cette page. Et dans cette page, il y a, je trouve que c'est intéressant pour des débutants, une section qui s'appelle « Manger, boire et éventuellement se loger ou acheter ». Et on peut ajouter
vous allez voir, c'est très facile. Je clique sur « Ajouter un élément de listing ». Je ne me suis pas inscrit, je n'ai rien fait. Je vais simplement cliquer dessus, comme tout le monde. Et là, je vais pouvoir ajouter un restaurant, un bar que je connais à Rio de Janeiro ou à Brasilia. Il y a une page sur Brasilia. Et je vais pouvoir le décrire en quelques mots. Vous savez, la description du lieu. Je vais mettre le nom du bar. Je vais mettre ici sa description. 2 phrases, 3 phrases. Petit restaurant sympathique avec des spécialités brésiliennes. Je vous recommande ça ou ça. Vos élèves savent des choses. Et ils peuvent le partager grâce à Internet, que ce soit en ligne, que vous soyez en ligne ou pas, ils peuvent le partager. On va le faire en classe, on va préparer en classe tout ça. On va préparer cette présentation d'un bar, d'un hôtel, etc. en utilisant ce que les élèves savent et ensuite on va le poster. Alors pareil, je vous ai mis quelques autres exemples. WikiHouse, ça peut être présenter par exemple une recette avec des petites vidéos, donc ça permet de faire un peu d'oral, ou des images et du texte. Pourquoi pas une recette justement d'une spécialité locale, familiale de vos élèves. Ou bien, je passe un petit peu plus rapidement, mais j'adore ce site. Il s'appelle Vie de merde, VDM. Sur ce site, vous pouvez en quelques centaines de signes, je crois qu'il y a un, je vais en poster, voilà ici, voilà. Pour poster donc une vie de, et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, c'est toujours le problème. Ah, je ne suis pas connecté aujourd'hui. Il faut se connecter et vous pouvez poster, je crois que c'est en 300 signes, c'est un peu comme sur Twitter, il y a une limite. Vous pouvez poster quelque chose qui vous est arrivé, mais quelque chose de désagréable ou qui va faire sourire, qui va faire rire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous postez ça, vous êtes sûr d'avoir des réponses et des commentaires. Donc, c'est pour les élèves vraiment l'impression, j'ai vraiment parlé à quelqu'un, je me suis adressé à quelqu'un de vrai qui me répond. Voilà, c'est quelques idées, vraiment quelques-unes des idées que vous pouvez essayer peut-être de mettre en œuvre. Alors, quand vous êtes entièrement en ligne, grâce aux outils connectés, grâce au fait que les élèves, ils ne sont pas là, mais qu'ils sont chez eux, peut-être, ils sont dans leur entourage ou dans un endroit où ils ont Internet, mais pourquoi est-ce qu'ils y sont? Qu'est-ce qui leur plaît? Et puis, travailler aussi, leur montrer qu'ils sont capables de communiquer pour de vrai, d'agir et d'interagir pour de vrai avec des francophones sur Internet. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez d'autres idées, eh bien, j'ai publié avec des collègues sur 2 projets, un projet du Conseil européen des langues vivantes à Graz, donc du Conseil de l'Europe, sur littératie numérique et approche socio-interactionnelle. Vous avez aussi le lien vers le site. Alors vous allez me dire, vous avez le lien, vous me dites c'est bien beau. Je viens de mettre dans le chat le lien vers le diaporama et à partir du diaporama, vous pourrez cliquer directement sur les liens. Et donc, vous pourrez aller sur les 2 projets où on est en train de créer des fiches pédagogiques pour vous aider à mettre tout cela en œuvre. Et le 3e projet est un projet européen que je coordonne aussi. Là, il y aura des fiches pédagogiques dans 1 an à peu près, mais vous pouvez noter déjà le site. Voilà. Et puis, vous avez donc nos contacts si vous voulez nous faire un petit coucou par mail. Voilà. Je vous remercie beaucoup au nom d'Emmanuel aussi. Et puis, on est là pour vos questions, vos réactions, vos commentaires, vos critiques, en fait, ce que vous voulez. C'est l'occasion d'échanger cet après-midi et ce soir pour Emmanuel et pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Et puis, avant d'oublier encore une dernière fois tout à l'heure, merci encore à toute l'équipe d'organisation. On a tous les deux été très, 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 très contents de pouvoir préparer cette présentation et de pouvoir ce soir, cet après-midi, être avec vous, même si on est loin, et de pouvoir justement maintenant dialoguer, échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai trouvé pour ma part cela extrêmement intéressant. Les résultats de votre recherche sont sans aucun doute similaires aux ressentis des professeurs de français présents au Brésil et même des professeurs au Brésil plus généralement, où la crise sanitaire était extrêmement forte et où les ressources manquent parfois pour s'adapter. Je ne doute pas que les pistes proposées
vont être très utiles et vont être utilisés par les profs présents aujourd'hui et qui revisionneront cette conférence en ligne sur YouTube. Je profite également pour faire part à tous les spectateurs que nous pourrons repartager les liens, la présentation et les contacts sur la plateforme IF Prof Brésil. Je vous propose maintenant à tous d'ouvrir vos caméras, vos micros pour poser vos questions directement, vos remarques ou vos remerciements à Christian Olivier et Emmanuel Croze. Vous êtes tous les bienvenus à prendre part à la conversation. Encore merci à tous les deux pour cette présentation. N'hésitez pas à lever la main également si vous le souhaitez pour plus de visibilité et à nous dire quand vous prenez la parole d'où vous venez, du Brésil ou d'ailleurs et de quel établissement. Voilà, s'il y a une question. Vous pouvez également, si vous êtes plus timide, la poser dans le chat. Nous pouvons la poser pour vous. Voilà, j'ai le chat ouvert aussi et les questions peuvent être posées dans la langue que vous voulez. Je lis le portugais, mais je vous répondrai en français. Ça vaut beaucoup mieux pour la compréhension ensuite. J'ai ouvert mon chat aussi. Et je préfère en français. Oui, pour répondre à Patrick, moi aussi, c'est dommage que ce soit si court. J'aime beaucoup aussi faire ce genre de présentation en atelier pour qu'on puisse vraiment les tester, pour qu'on puisse vraiment voir comment ça marche. Ce sera peut-être pour une autre fois, mais ça donne l'occasion de commencer un échange, de nouer un contact. Vous m'entendez, Monsieur Olivier? Oui. Je viens voilà, je viens de mettre mon microphone, donc merci encore une fois pour votre intervention. Oui, ce sont des pistes vraiment très intéressantes de travail. J'ai quand même un petit doute avec les débutants. J'imagine qu'on vous pose souvent cette question. Cette interaction est possible peut-être à partir du A2, fin de A2, B1. Avec les A1, on va être obligé d'utiliser assez souvent la langue maternelle, non? Alors, ça dépend. Si on fait les premières activités que j'ai proposées pour se présenter ou des choses genre-là, ça dépend en fait de la progression que vous avez dans votre manuel, je dirais. Si vous avez un manuel où on présente sa famille assez rapidement, je dirais c'est l'occasion d'utiliser le partage de photos, le partage en quelque sorte, pour dire, voilà, mais voilà ma maman, elle s'appelle, etc. Ses hobbies, on peut montrer des photos. Ça, on peut le faire très vite. Mais il faut, dans tous les cas, dans toutes les activités, l'important, c'est la préparation qu'il y a en amont. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est des activités, on ne peut pas la proposer dans le vide. Là, aujourd'hui, je les mets dans le vide, en quelque sorte. Mais il faut essayer il faut, à mon avis, les inclure dans la progression que l'on a en classe, dans la progression du manuel, et se dire, ah, tiens, dans ce que ce soir, vous avez entendu, de se dire, ah, là, il y a quelque chose, je pourrais le faire à ce moment-là. Par exemple, alors, si je prends maintenant dans la vie réelle, présenter un restaurant ou un café de la ville dans laquelle sont les apprenants, c'est quelque chose qui peut être extrêmement simple pour les débutants. C'est souvent une phrase ou deux. Donc moi, ce que je fais, c'est de proposer des exemples qui sont pris du site de Wikivoyage. Et vous verrez, il y a des exemples très, très simples si vous allez un petit peu sur… l'autre jour, j'étais sur le site de Ottawa parce que j'intervenais avec des étudiants canadiens. C'est très simple. Il y a des gens qui mettent quelques phrases. Ce restaurant est situé en plein centre-ville, point. Vous pourrez y manger des spécialités. Alors, c'est des canadiennes. Donc, quelquefois, c'est 2-3 phrases. C'est tout. C'est à adapter évidemment au niveau. Je dirais, on peut le faire minimaliste et on peut le faire beaucoup plus important. Adriana, je vois que tu levais la main.
Oui, Christian, bon, merci beaucoup. Ben, je suis toujours ravie de voir qu'on pousse les murs de la classe et c'est d'autant plus pertinent dans cette période où il faut vraiment pousser au-delà déjà les murs de la maison, de la chambre même. Et alors, et par rapport à ce que Patrick Louis vient de dire, et il est important de savoir que dans les établissements publics brésiliens, il n'y a pas de manuel. Donc, les enseignants ont vraiment besoin de ressources. Comme celle que tu proposes, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et surtout que voilà, il est vraiment important pour tous nos enseignants de positionner le français comme choix de langue et par rapport à une attractivité qui pourrait se faire et justement à travers toutes ces pistes, ces méthodologies que tu nous présentes et que j'espère que nos enseignants prendront en main, parce que là, c'est vraiment essentiel pour les professeurs brésiliens de comprendre que, et comme tu le dis toujours, que pousser les murs de la chambre, de la maison, de la classe est essentiel. Et pour pouvoir justement voyager et aller à la rencontre du français et de tout cet univers qui peut nous fournir. C'était juste ce commentaire que je voulais partager. Alors, merci pour cette précision, en effet, très importante, que je ne savais pas sur le Brésil et l'absence de manuel. Alors, dans ces cas-là, le projet e-langue et e-langue citoyen devrait vous intéresser parce qu'on est en train de produire des fiches pédagogiques. Donc, vraiment avec des indications. Et dans le projet Linguanum, on proposera des fiches pédagogiques encore plus précises avec des déroulements de séances. Donc, je pense que c'est deux ressources qui pourront vous intéresser dans quelques mois sur e-langue citoyen et dans un an sur Linguanum. Je vois une main, celle de Hélène. Oui, c'était voilà, à la fois une question et une remarque. Merci Emmanuel, merci Christian. Finalement, je pense que le constat que fait Emmanuel les résultats de son enquête, hein, l'inquiétude des enseignants, leurs difficultés face à la nécessaire adaptation aux outils du numérique, je trouve que c'est une très belle solution que vous proposez, Christian, parce que on déplace la question. C'est plus comment je vais m'adapter aux outils numériques, c'est comment je vais l'utiliser pour créer de véritables interactions, des interactions qui font sens, et ça permet de casser le risque, la tentation du cours très magistral finalement, réintroduit à travers les cours en distanciel. Donc, merci de nous aider à casser ça, parce que je pense que c'est vraiment une difficulté à laquelle tous les enseignants nous sommes confrontés. Comment on peut interagir par écran interposé, d'autant plus que les apprenants sont relativement passifs en fait derrière leurs écrans. C'est à la fois la facilité et puis c'est aussi la distance symbolique qui s'impose à nous. Donc vraiment merci pour ces pistes de réflexion. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? En effet, je pense qu'il est vraiment important de mettre en avant et de rappeler le contexte éducatif brésilien. On manque parfois cruellement de moyens. Et peut-être si vous pouviez nous laisser également des articles, enfin des références bibliographiques et biographiques pour qu'on puisse travailler aussi chacun d'entre nous et réfléchir sur ces thématiques en fonction de nos besoins et de nos centres d'intérêt. Au-delà de ce que vous proposiez en conclusion, ce serait vraiment formidable. Parce qu'il faut quand même savoir qu'au Brésil, on n'est pas encore complètement retourné dans le présentiel, donc c'est pas une question théorique, et puis vraisemblablement, on n'y retournera pas complètement dans toutes les institutions.
Ouais. Alors, il faut se dire qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose de vraiment très concret qui est proposé. C'est-à-dire qu'il y a de la réflexion. Il y a des chercheurs qui travaillent justement en ce moment sur comment ça s'est passé, comme Emmanuel. Mais il n'y a pas encore, je ne connais pas encore beaucoup de publications qui soient très orientées pratiques, justement, sur comment mettre en œuvre, justement, utiliser la spécificité, par exemple, du portable ou des choses genre-là. Il y a des travaux sur ce qu'on appelle le MAL, le Mobile Assisted Language Learning. Mais finalement, on se rend compte que ces recherches ont été faites beaucoup à l'époque où tout allait bien, en quelque sorte. Donc, pas du tout dans la situation on se retrouve dans l'obligation de réutiliser ça. Voilà. Donc, j'aurais beaucoup de mal à vous conseiller quelque chose de concret. Je dirais que probablement l'un des plus concrets, c'est le petit livre qu'on a sorti au Conseil européen des langues vivantes. Et sur ce site-là, il y a aussi un site Moodle de formation pour les enseignants. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On fait simplement un connect as a guest, donc une connexion en tant qu'invité. On n'a même pas besoin de donner je crois, même pas le droit de donner son adresse mail ou quoi que ce soit. Et là, vous verrez, il y a des pistes pour utiliser le numérique pour la production orale, l'interaction orale, la réception écrite, la réception orale, en fait, les différentes activités langagières et les tâches ancrées dans la vie réelle, les tâches cibles, etc. Donc, il me semble que c'est une ressource qui peut vraiment être intéressante. Aller dessus en cliquant sur e-langue, le projet e-langue, pas e-langue citoyen, il n'y a pas encore grand chose, on vient de commencer, on a travaillé dessus, mais le projet e-langue, i-langue du CELV, dans la présentation, donc il y a un lien direct. Et sinon, je peux vous remettre le lien dans le icml.at e-langue. Voilà, donc si je n'ai pas fait d'erreur en tapant le lien, sur ce site-là, vous verrez, il existe en français et en anglais, vous allez être dirigé directement vers l'anglais. Il faut cliquer sur FR en haut à droite et vous avez une formation sur Moodle où vous pourrez avoir accès justement à pas mal d'idées, je pense, sur comment utiliser le numérique pour travailler les différentes activités langagières. C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Christian, là, on en est vraiment au stade des enquêtes, c'est-à-dire là où, voilà, c'est ce qui justifie aussi cette rencontre aujourd'hui et la problématique d'aujourd'hui. On est encore là-dedans, un peu partout. Il y a des enquêtes qui ont été faites durant le Covid, maintenant après, et l'enseignement hybride aussi. Enfin, voilà, on est vraiment je dirais, dans l'analyse des données, quoi, plutôt en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose, en tout cas, enfin, moi, j'aurais rien à proposer non plus. Voilà. De pratique, en tout cas. Ouais. Eh bien, dans ce cas, nous sommes très impatients de découvrir la suite des projets. N'hésitez surtout pas à nous tenir également au courant. Comme je vous l'ai dit, nous allons retransmettre cette conférence sur YouTube, mais également sur la plateforme IFProf Brésil, où nous vous encourageons tous à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Nous y publierons la présentation, les liens, avec un article explicatif. Je vous propose, s'il n'y a pas plus de questions ou de remarques, de conclure cette première conférence. Encore une fois, merci beaucoup Emmanuel et Christian pour vos deux présentations. Nous nous retrouverons dans une vingtaine de minutes dans cette même salle. Vous pouvez soit rester connecté, soit vous déconnecter et revenir sur le même lien. Il s'agira à 16h d'une table ronde témoignages d'enseignantes, activités en ligne, relations interpersonnelles et auto-formation. Merci à tous et bon après-midi, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment à vous deux et bonne soirée à vous. Bonne seconde partie de soirée à vous. Merci. Voilà, on va vous quitter vraiment. Il est 22h40 chez nous et à la réunion, c'est très tard. Voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée, bonne journée. Merci beaucoup.